Bonjour, dans Cap Amérique cette semaine, ils étaient les miraculés de la mine au Chili. Leur histoire a même été portée au cinéma. 9 des 33 rescapés s'estiment aujourd'hui lésés par leurs avocats. À suivre aussi le sauve-qui-peut des candidats cubains à l'exil vers les États-Unis. Beaucoup craignent de perdre leur statut particulier de réfugiés politiques avec le rapprochement entre Washington et la Havane. Et puis on ira au Costa Rica, à moins d'un mois de la conférence mondiale sur le climat. On verra comment cette république d'Amérique centrale arrive à produire de l'énergie pratiquement sans émettre de gaz à effet de serre. Mais d'abord, Amazon, le géant de la vente par correspondance sur Internet qui ouvre sa première librairie à Seattle. La semaine de 35 heures en France brandie comme un repoussoir par les candidats à la Maison-Blanche. Et la justice américaine qui se penche sur le sort d'un condamné à mort 30 ans après. C'est l'actualité de la semaine qui nous est résumée par Antoine Mariotti. Timothy Foster est un homme noir, condamné à mort pour avoir tué une femme blanche. Et lors de son procès en 1987, son jury était entièrement composé de blancs. Le procureur, lors du choix des jurés, avait écarté tous les jurés noirs potentiels. Selon la défense de Timothy Foster, tous étaient annotés d'un B comme black sur la liste du procureur. Ces notes sont choquantes. Elles montrent à quel point le facteur racial était explicite. Ces accusations de racisme sont désormais examinées près de 30 ans plus tard par la Cour suprême des États-Unis. La décision est attendue au printemps. Une semaine de 3 petits jours de travail. Tous les Français en rêvent. Jeb Bush affirmait la semaine dernière que c'était pourtant bien le cas. L'ancien gouverneur de Floride accusait son adversaire Marco Rubio, dont il fut longtemps le mentor, de déserter le Sénat et en profiter pour tacler le système français. Marco, quand tu as signé pour ça, c'était pour un mandat de 6 ans et tu devrais travailler un peu. Sérieusement, le Sénat, c'est comme une semaine de travail en France. Il n'y a que 3 jours où on doit être présent et on peut faire campagne. Alors démissionne et laisse le poste à quelqu'un d'autre. Mardi, le candidat à la primaire républicaine a rétropédalé et s'est confondu en excuses. J'ai insulté un pays tout entier, notre premier allié, qui nous a aidés à devenir libres en tant que nation. Et je m'en excuse. Cela a causé beaucoup de tort à la France. Maintenant, je sais que la semaine moyenne de travail en France est en fait plus longue que la semaine allemande de travail. Le succès de la vente de livres en ligne a provoqué ces dernières années la fermeture de nombreuses librairies, aux États-Unis comme dans le monde. Mais le papier a visiblement encore un avenir. Et ironie du sort, c'est Amazon, le géant d'Internet, qui vient d'ouvrir sa première librairie. Nous avons une quantité incroyable d'informations grâce à nos millions de clients. Nous avons des commentaires, des notes. Et ça avait tout simplement du sens de mettre nos 20 ans d'expérience dans la vente de livres sur Internet en créant une librairie. Plus de 5000 livres sont en vente dans cette boutique de Seattle, dans l'extrême nord-ouest du pays. Les images avaient fait le tour du monde. C'était en 2010. Une trentaine de mineurs chiliens étaient restés bloqués sous terre pendant plus de 2 mois avant d'être amenés à la surface sous l'œil des caméras. Une histoire portée depuis sur grand écran. C'était cet été avec la sortie du film Los 33, un budget de 25 millions de dollars. Et c'est bien là le problème. Cet argent, les miraculés de la mine estiment qu'ils n'en ont pas vu la couleur et ils accusent leurs avocats. Ils sont encore un peu déboussolés et réclament un deuxième sauvetage, cette fois-ci financier. Ces 9 mineurs accusent leurs avocats d'avoir négocié pour eux des contrats biaisés avec Hollywood. Est-ce que vous trouvez normal que sur les 750 000 $ générés par la vente des droits, nous n'ayons reçu que 17,5% de cette somme divisée entre 33 mineurs? Tout commence quelques semaines après leur sauvetage. Les 33 mineurs sont alors contactés par plusieurs sociétés de production pour faire de leur histoire un film. Certains signent un contrat pensant créer une société pour récolter des royalties. En fait, les mineurs se sont engagés à céder leurs droits contre environ 5 700 $, une somme dérisoire compte tenu des résultats espérés du film. Ils nous ont donné une demi-heure pour signer un accord préalable. Parmi nos camarades, un a demandé d'emporter le contrat, de le lire à tête reposée pour savoir ce que nous allions signer, mais ils nous ont dit ou vous signez tout de suite ou il n'y aura pas de film. L'adaptation au cinéma a toujours créé des divisions au sein du groupe
Certains trouvent inapproprié de faire un film de cette tragédie. Pourtant, l'histoire se termine sur un happy end. Le 5 août 2010, 33 mineurs sont enterrés vivants après un glissement de terrain. 69 jours plus tard, un par un, ils sont secourus. Tous sont sains et saufs. Ils ont passé un mois en mer à dériver à bord de leur bateau à moteur. 4 pêcheurs viennent d'être secourus au large des côtes mexicaines. Partis d'Équateur le 24 septembre, ils s'étaient retrouvés à court de carburant. Bilan, à leur arrivée, tous étaient en état clinique de déshydratation. Le réchauffement entre Washington et La Havane ne fait pas que des heureux. Parmi les candidats à l'émigration vers les États-Unis, beaucoup craignent de perdre leur statut privilégié de réfugiés politiques. Conséquence, les arrivées se multiplient, au point que les services d'accueil sont parfois débordés. Reportage de nos correspondants sur place. La scène peut paraître surréaliste, elle est pourtant devenue courante. Ils sont cubains. Hey, bienvenue à tous. Mi-septembre, une dizaine de Cubains accostés en pleine journée, tels des héros, sur une plage de Miami. Combien de temps avez-vous passé en mer? 6 jours. Une loi de 1966 leur permet d'obtenir le statut de résident, à condition de poser le pied sur le sol américain. Mais avec la reprise des relations diplomatiques, beaucoup d'entre eux craignent la fin de ce privilège et se pressent de quitter leur île. Les gardes-côtes de Miami tentent de freiner cet afflux en les arrêtant en pleine mer. Nous avons enregistré cette année 731 migrants supplémentaires qui ont essayé de rejoindre les États-Unis. Et nous savons que tout ça est dû à des rumeurs. À Cuba, la rumeur était que la loi avantageant l'immigration cubaine allait être supprimée. Une loi qui fait figure d'exception en matière d'immigration. Arrivés clandestinement sur le territoire, les réfugiés cubains sont pris en charge par le gouvernement américain. À Miami, dans cet organisme, Inès reçoit chaque semaine près de 50 familles. Après une série d'entretiens, on les emmène au service d'immigration. On leur donne un permis de travail, on prend leurs empreintes et ensuite ils peuvent être relogés. Milady et sa fille ont fui Cuba par l'Amérique du Sud et atteint les États-Unis après un mois de marche. Arrivées depuis 20 jours, elles viennent seulement d'être reçues. S'il vous plaît, aidez-nous. Je vous comprends, mais regardez, je suis débordée, j'ai des gens dans la rue. Les autorités sont aujourd'hui dépassées. En 2015, rien qu'en Floride, 7200 Cubains sont arrivés par les côtes. C'est 2 fois plus que l'an passé. Résultat, certains se trouvent en situation précaire, comme ce groupe qui dort dans la rue depuis 20 jours. Nous demandons au gouvernement américain de nous venir en aide. Nous ne savons pas où aller. Nous n'avons aucune famille ici. Moi, pour le moment, je n'ai reçu aucun soutien. À Miami, où 60% des exilés sont installés, la communauté cubaine tente de pallier à ces manquements. Qui est-ce qui a besoin de médicaments? Qui a la fièvre? Mon mari est ici depuis 1962. À chaque fois qu'on entend parler de situations comme celle-là, on essaye de les aider. Cette nuit-là, ce groupe dormira dans le lobby d'un hôtel, loin du rêve américain qu'il s'imaginait vivre en quittant Cuba. On est à moins d'un mois maintenant de la conférence mondiale sur le climat. Alors qu'on cherche les moyens de réduire le réchauffement sous la barre des 2 degrés, c'est en Amérique centrale qu'on trouve le pays exemplaire en matière d'énergie propre. Au Costa Rica, où près de 100% de l'électricité produite est renouvelable, neutre en émissions de dioxyde de carbone. Reportage. Et si le Costa Rica était l'idéal sur Terre? Une démocratie stable, pas d'armée, un tourisme entièrement respectueux de la nature, bref, un coin de paradis. L'un des endroits les plus verts de la planète où l'on ne génère de l'énergie que par ressources naturelles, l'air, l'eau et même la terre volcanique. Au cours des 3 premiers mois de cette année, le Costa Rica n'a émis aucune émission de carbone pour générer de l'électricité. Notre pays ne dispose pas d'énergie fossile comme le pétrole. Il y a quelques années, le Costa Rica était encore très pauvre et on a décidé de tirer profit, d'exploiter nos richesses naturelles. Maintenant, grâce à ça, on se sent bien plus fort, surtout qu'on produit une énergie totalement propre. L'eau permet d'alimenter 21% de la population du pays en électricité. Nous sommes ici à la source d'une usine hydraulique, un site protégé car l'eau c'est un peu le carburant du Costa Rica. Nous sommes ici sur le lac Arenal, un lac artificiel de 87 km² avec 2000 mètres cubes d'eau.
Les montagnes aux alentours sont toutes protégées afin de permettre une alimentation plus forte en eau dans le réservoir. Et c'est cette abondance qui nous donne une énergie propre, sans hydrocarbures. L'autre force du Costa Rica, ce sont ses volcans. Ils fournissent 14% de l'énergie du pays. Et pourtant, seuls 2 d'entre eux sont utilisés sur 116. Cela s'appelle la géothermie. Il faut aller puiser la chaleur dans les entrailles du volcan. Seul inconvénient, il faut plusieurs heures de piste pour les rejoindre. Là, on est en train d'extraire de l'eau du fond de la Terre, à 2000-3000 mètres de profondeur. C'est cette vapeur qui arrive jusqu'aux turbines et qui crée ensuite l'électricité. Ce site d'extraction ressemble à un puits de pétrole, mais la différence, c'est qu'il n'y a ici aucune violence faite à la terre. Au contraire, l'énergie géothermique se base sur la récupération d'une eau chauffée naturellement. Les 5 millions d'habitants de ce petit pays d'Amérique centrale font figure d'exemple pour le monde entier. Sans charbon, sans pétrole ou centrale nucléaire, 98% de la population dispose d'électricité. Ce qui est possible au Costa Rica ne l'est pas forcément partout ailleurs et dans les mêmes proportions, mais le pays prouve que l'objectif de zéro carbone est désormais réaliste. Et on referme cette émission avec ces images. Elles nous viennent du Brésil, où avaient lieu les premiers Jeux mondiaux indigènes. 2000 participants venus d'une trentaine de pays se sont affrontés dans les disciplines habituelles, comme le football ou l'athlétisme, mais aussi du tir à l'arc ou encore du canoë. Et c'est la fin de ce magazine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Cap Amérique. D'ici là, restez avec nous. L'info continue sur France 24.